C'est bien généreux, mais je crois que je dispose de 7 minutes en réalité. C'est exact, oui. Donc, Monsieur le maire, j'aurais préféré dire Madame la maire et j'aurais aimé que la maire de Paris soit présente, mais enfin, bon, elle a toujours d'autres occupations. Actons. Rafraîchir Paris, c'est s'adapter au changement climatique. Au fond, en préambule, admettons entre nous que c'est tout de même un terrible constat d'échec. L'échec, c'est de réaliser que le réchauffement climatique, nous n'avons collectivement pas réussi à l'empêcher. Le réchauffement climatique est une réalité d'aujourd'hui, un peu comme si nous acceptions avec résignation de scier lentement la branche sur laquelle nous sommes assis. Une forme d'acceptation est en train de naître dans les esprits. Ainsi, adopter des politiques de rafraîchissement de la ville semble normal, voire positif. Mais non, ce n'est ni normal, ni positif, c'est un pragmatisme et un réalisme qui fait mal au cœur, mais ce n'est avant tout que le signe d'une folie collective que nous n'avons encore pas réussi à stopper. Mais la réalité est là, la canicule de 2003 et ses plus de 1000 décès à Paris ne sera in fine pas le pire que nous ayons connu, mais marque plutôt le commencement d'une série. Cette année 2019, nous avons enregistré un nouveau record dépassant celui de 2003 avec plus de 45 degrés dans le Gard. Dans les années à venir, les projections annoncent des pics au-delà de 50 degrés. Imaginez 50 degrés à Paris. Là où de telles températures existent, dans les pays du Golfe par exemple, la vie s'arrête pendant de longues heures de la journée. L'économie tout entière de la ville en sera affectée. Nous mesurerons alors très concrètement comment le changement climatique va nous coûter cher, bien plus cher que ce que nous coûteraient aujourd'hui des mesures fortes pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, quelles solutions? Vous en proposez de nombreuses. Dans le temps qui m'est donné, je me concentrerai sur deux aspects, le réseau de froid et la végétalisation. La production de froid en réseau s'avère malheureusement indispensable. Elle est préférable d'un point de vue de l'efficacité énergétique au système autonome qui contribue paradoxalement à augmenter la température extérieure. Au passage, Monsieur le maire, soyons exemplaires. Les climatiseurs autonomes présents dans nos bureaux sont une aberration. Je parle de nos bureaux ici à l'hôtel de ville. À quand un raccordement de nos bureaux à ce réseau? Il serait également utile que vous nous indiquiez quel est le calendrier prévu de raccordement de ce réseau de froid aux établissements qui en ont le plus besoin, je pense notamment aux hôpitaux et aux écoles. Par ailleurs, tout comme le chauffage, soyons d'une extrême intransigeance sur le gaspillage. Des bâtiments trop refroidis où il faut se couvrir en pleine canicule, ça existe à Paris. Des bâtiments neufs comme la Tour Triangle et tant d'autres, tout en verre, véritables serres géantes, tout à l'avantage de ce qu'on appelle le geste architectural, sont de véritables aberrations climatiques qui nécessitent une énergie folle pour être refroidis. On en voit trop sortir de terre et c'est marcher sur la tête que de persister en ce sens. Enfin, ces boutiques en plein Paris qui, par canicule ou grand froid d'ailleurs, ont leurs portes extérieures grandes ouvertes, ils sont eux aussi beaucoup trop nombreux dans Paris. Quant au végétal, oui, incontestablement, c'est un facteur de rafraîchissement. C'est même le meilleur qui soit et le moins cher. Un service gratuit rendu par la nature d'une certaine manière. Une expérience simple, toucher le sol d'un trottoir en été par forte chaleur, vous vous brûlez les mains et pour cause, il peut atteindre 80 degrés. Toucher le sol au même moment dans un parc sur une pelouse, il est à température ambiante, voire plus frais. Mais une maigre pelouse ne résiste pas longtemps à de fortes températures, elle grillera très vite. Pour résister et rafraîchir, le végétal doit être dense, plus il le sera, plus il résistera et rafraîchira. Ainsi, le climatiseur le plus puissant, ce sont tous nos grands arbres. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai porté la protection des grands arbres au niveau régional depuis près de 3 ans et que j'espère qu'il entrera progressivement dans nos habitudes urbanistiques, précisément en raison des canicules. Cela veut dire qu'au regard du rôle qu'auront de plus en plus les grands arbres dans les villes, 2 principes me semblent importants à suivre. Le premier, c'est d'être plus précautionneux lors des travaux de voirie. Trop souvent, les racines sont blessées lors des ouvertures de chaussées, créant un dépérissement presque inéluctable de l'arbre dans les années qui suivent. Deuxièmement, surtout, il faut aussi adapter les projets urbains au maintien des grands arbres plutôt que de toujours et systématiquement les considérer comme des obstacles à éliminer en se réfugiant derrière le très malhonnête argument que de nouveaux, jeunes et chétifs nouveaux arbres vont les remplacer. À ce titre, votre projet de forêt urbaine m'a objectivement fait sourire. Comme dirait l'autre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Des arbres, nous en avons dans Paris. Préservons-les de toutes nos forces et faisons plutôt de telles forêts en lieu et place de projets que vous destinez à la construction, au plus près des Parisiens plutôt que dans des endroits bling-bling. Le meilleur végétal est celui qu'on ne détruit pas, on fait même pousser des arbres sur les tours et les toits, comme pour mieux justifier le bétonnage généralisé. Pour conclure,
Je veux insister sur un point essentiel à mes yeux qui, je crois, sera un sujet structurant, voire discriminant, de la prochaine campagne électorale. Je veux parler de l'urbanisme. Une ville densément urbanisée, donc bétonnée, sera toujours plus fragile dans le temps de canicule qu'une ville qui respire, qui dispose d'espaces verts bien répartis dans la ville. Or, quelle est votre politique réelle que nous ne cessons de dénoncer depuis le début de cette mandature? C'est de poursuivre l'ouverture à la construction là où il reste des espaces non construits. Vous avez modifié les règles d'urbanisme pour accélérer la constructibilité des derniers espaces fonciers. Alors que Paris est d'ores et déjà au 6e rang des villes les plus denses du monde, après Dakar, Manille, Le Caire, Shanghai et Bombay, vous voulez continuer dans cette logique d'urbanisation folle des dernières réserves foncières de la ville, que symbolise d'ailleurs la tour Triangle et le projet Bercy-Charenton. En réalité, toutes ces mesures de rafraîchissement et d'adaptation au changement climatique n'ont aucun sens, tant elles seront en contradiction avec l'action exactement inverse que vous suivez en matière d'urbanisme. Nous aurons à décider l'année prochaine entre la poursuite d'une politique d'étouffement de Paris que vous défendez depuis 5 ans et, je l'espère, une autre option qui sera celle de la respiration et donc d'une possible capacité de résilience de cette ville capitale. Je vous remercie.